le prétexte, c'est clair que c'est une affaire qu'on a fait. Ça, c'est un véritable. Bonjour, bienvenue à Canal Presse. Merci de vous savoir nombreux comme tous les dimanches devant votre petit écran. Merci de nous renouveler votre confiance. Tout de suite maintenant, voici le titre. Ici n'est pas une nouvelle confrontation intragouvernementale, mais c'est tout comme. À peine on oublie les affronts Yann-Philemon Amatou Toubouna et Simi Yann-Philemon ou encore Ambassala Premier ministre que voici une nouvelle accolade entre Louis-Paul Moutazeux et Issa Chiroma Bakari. L'un est secrétaire général des services de la primature et l'autre est ministre de la communication. Les deux personnalités se connaissent, s'estiment et s'apprécient, sauf que la TNT les divise. Au commencement, le ministre de la Communication avait amicalement procédé au basculement du Cameroun de l'analogique au numérique et à moindre coût. Et pour avoir choisi un prestataire qui faisait gagner une cinquantaine de milliards de francs CFA au Cameroun en termes de bénéfices par opposition à celui choisi par Kamdi TV, dont le président est donc Louis-Paul Moutazeux, plus onéreux et apparemment plus lointain. Kamdi TV semble refuter le marketing politique qui a entouré le basculement de Issa Chiroma Bakari et lui conteste la compétence et la qualité pour agir dans le domaine de la communication au Cameroun. Question donc, entre les deux là, qui dit vrai? Boko Haram ne peut pas nous dépasser, disait un célèbre homme politique des temps contemporains. Boulbia lançait ainsi une guerre qui allait arborer plusieurs visages. En clair, les modes opératoires de la secte terroriste semblent en évolution. Au début, il y avait des attaques frontales, puis la pose des mines antipersonnelles. Après l'échec de ces attaques frontales, face aux positions des forces de défense et aussi face aux résultats mitigés, Boko Haram semble basculer vers l'utilisation des engins explosifs improvisés. L'autre nouveauté est la mort annoncée de Shekau, du nom du leader de Boko Haram, qui a déjà fait 13 000 morts au Nigeria depuis 2009, aux côtés de ces millions de déplacés qui fuient l'escalade des violences. Dans les derniers développements de la secte terroriste, on lui attribue l'affiliation et l'allégeance à l'État islamique et en serait devenue province ouest-africaine. Encore une fois, il s'agit de bombarder des idées pour comprendre l'actualité dans et autour de Boko Haram. Cette émission est un rendez-vous hebdomadaire. Vous l'aimez en direct et simultanément sur Canal 2 International, sur la radio Suite FM et sur la toile à l'adresse internet www.canal2international.net. Canal Presse, voici une émission qui donne un sens à l'actualité. Bon appétit à tous. Bon appétit Ghislaine, Pierre et Sono, et bon appétit à ceux qui sont d'ores et déjà à table. À présent, on accueille nos différents panélistes. Alain Amasoka, bonjour, bienvenue. Boubangomna, bonjour, bonjour aux téléspectateurs de Canal 2, Canal Presse. On parle avec vous de l'affaire Bouba, un autre Bouba, Smaïla, celui-là. Pas moi, oui, pas moi, c'est Smaïla. Une affaire qui concerne le président de l'Assemblée nationale, le très honorable Kavaï Djibril, qui a convoqué cette semaine le ministre de la Défense, le ministre de la Justice. Motif sur cette affaire où les charges contre son désormais ancien garde du corps, on a essayé du côté du tribunal militaire de recadrer cette affaire. Vous avez certainement appris cette information. Quelle a été votre réaction à la suite de l'acte du PAN? Bon, Mutation nous a servi cette information. Je considère à ce jour, s'il n'y a pas eu de démenti, qu'elle est une information avérée. Maintenant, la lecture qu'on en fait, on peut en faire de plusieurs grilles, vous savez. Mais tout de même, sur la base de cette information, on note qu'il y a visiblement une espèce de forme d'ingérence de l'exécutif sur le domaine judiciaire. Première chose. Deuxième chose, il y a comme une espèce de
de trafic d'influence et d'intimidation au niveau protocolaire. Que je sache, le président de l'Assemblée nationale gère le domaine législatif et les 2 membres du gouvernement que vous avez cités relèvent de l'exécutif. À partir de ce moment-là, j'ai bien envie de comprendre si cette rencontre a effectivement eu lieu, que peut-être, on va dire, la forme de leurs échanges. S'agit-il, comment je veux dire ça, d'un bâton que l'un veut frapper sur les autres, ou s'agit-il simplement d'une espèce de concertation entre des personnes qui appartiennent à un pouvoir? Toujours est-il que, moi je pense qu'on est dans un état de droit, on proclame que la justice est indépendante. Je ne veux pas rentrer sur la question de terminologie, pouvoir, autorité judiciaire, c'est un long débat, mais tout de même, il me semble que même ceux qui appartiennent à ce corps veulent revendiquer leur indépendance. Maintenant, il y a une autre chose qui surprend, la question de la requalification ou la question de la qualification. À qui appartient-elle? Appartient-elle à celui qui est plaignant ou appartient-elle à ceux qui sont supposés apprécier une question? Il me semble que les responsabilités sont engagées. Monsieur Kavaï Yégué, président de l'Assemblée nationale du Cameroun, s'est plaint d'un de ses collaborateurs qui l'a fait virer. C'est son droit le plus absolu, car c'est lui qui l'a choisi. Maintenant, reste que les autres structures, les autres institutions puissent entrer dans la danse, parce qu'on est dans un état de droit où la justice doit être impersonnelle, doit être indépendante. Ce faisant, à regarder de très près sur cette affaire entre un ex-garde du corps et son patron, j'avoue qu'il faut l'explorer de très près pour essayer de démêler les chevaux, car je crois qu'il y a plein de choses que les Camerounais doivent savoir là-dedans. Il faut que les éclairages et la lumière soient faits pour qu'on comprenne très bien cette relation qui a duré plus d'une décennie, ce qu'elle a réussi à charrier comme concussion, comme complicité, et qui aujourd'hui, à l'étalage au grand jour, on dit quoi? Que la mayonnaise n'a plus pris et que tout s'est explosé à ciel ouvert devant tout le monde. Il faut que les Camerounais sachent. Merci à vous, Alain Massoka. Deuxième invité, Maître Mamaï. Bonjour, bienvenue. Bonjour et merci de m'avoir invité à participer à ce petit dîner. Avocat au barreau du Cameroun de lundi à vendredi. Samedi, dimanche, vous faites certainement autre chose. Merci d'avoir accepté. Je ne fais rien d'autre que le métier que je sais faire. Ah, ok, d'accord. Bon, vous êtes avocat au barreau du Cameroun, c'est qu'on retient. Avec vous, on reste toujours dans les tribunaux avec cette affaire qui concerne l'ancienne ministre Yao Aïssatou au tribunal criminel spécial pour un détournement estimé à près de 30 milliards de francs CFA. Est-ce que c'est un virage important, selon vous, dans l'opération Épervier qui, selon certains, avait pris du plomb dans l'aile? Je voudrais déjà faire remarquer qu'il y a des notions qui sont importantes parce que ça vise la protection des droits de la défense, notamment la présomption d'innocence. C'est pas parce que on ferait l'objet de poursuites que vraisemblablement on pourrait être déclaré coupable. Donc c'est des probabilités. Maintenant, ce qu'il faut retenir, c'est que personne n'est à l'abri de poursuites. Dès l'instant où on a touché au fonds public, il va sans dire que l'opportunité des poursuites du domaine régalien du ministère public, et si d'aventure il y avait des indices qui pourraient conduire à poursuivre un tel, moi je ne voudrais pas m'attarder sur les noms. Tout le monde est déférable devant les juridictions, c'est simplement pour certains, n'est-ce pas, la bouée qui fait en sorte que dès qu'il y a un nom qui ronfle, on a envie de s'intéresser à une affaire. Mais pour nous autres, c'est une affaire comme toutes les autres. Et puis il est fort possible, n'est-ce pas, dès l'instant où il y a l'équilibre des armes, où on a appelé à se défendre parce que la procédure accusatoire, que les charges qui pèsent tombent. Ce ne sont que des charges. Alors, deuxième volet de ma question, l'opération Épervier qui avait pris du plomb dans l'aile reprend de plus belle? Je n'en sais trop rien. Ce que je sais, c'est que c'est une juridiction et qu'il faut bien qu'il y ait des justiciables qui puissent nourrir l'actualité de cette juridiction. Cette juridiction travaille au quotidien et dès l'instant où elle a été mise en place, elle attend simplement que n'est-ce pas, puisse être sollicitée. Parce qu'il faut bien comprendre que c'est le ministère public qui poursuit et en termes de poursuites, quand elles sont engagées, nous attendons simplement que les décisions soient rendues. Merci à vous. Troisième invité, Parfait Siki. Bonjour, bienvenue. Bonjour Bouba, bonjour aux téléspectateurs de Canal Presse. Avez-vous on évoque la journée de la décentralisation qui a été célébrée cette semaine. Pour vous, quel bilan faites-vous de la mise en œuvre de la décentralisation au Cameroun? Mais c'est le bilan que tous les Camerounais peuvent faire. C'est-à-dire que c'est un sujet qui n'est pas sexy.
disons ça comme ça. Ah bon, sexy. Oui, c'est-à-dire que c'est pas un sujet que vous trouverez, voilà, pas attrayant du tout, que vous retrouverez dans les comptoirs de bar. Non, c'est un sujet dont on discute parfois à la télé, rarement d'ailleurs à la télé, quelquefois dans les cabinets des ministères qui sont concernés par ce secteur, mais surtout pas par les Camerounais qui ne comprennent pas, ne savent pas. Donc, sur ce plan-là, on peut dire que c'est un échec. C'est un échec, l'appropriation du processus de décentralisation par les populations. Maintenant, les principales parties concernées, les ministères, c'est-à-dire l'État central, les collectivités territoriales décentralisées, une partie des compétences a effectivement déjà été transférée, une partie des moyens aussi, même si en termes de pourcentage, le nombre de compétences transférées n'est pas équivalent aux ressources qui ont suivi le même chemin. Maintenant, on peut dire de façon globale que tout cela reste très faible. 27 départements ministériels étaient concernés. Il me semble que seulement 22 ont effectivement transféré des compétences. Il y en a 5 qui font la résistance. Je ne peux pas les citer parce que le rapport même qui fait cette comptabilité ne cite pas les ministères qui font de la résistance. Et quand on regarde bien tout ça, et c'est le président de CVUC, Émile André, qui le dit, tout ce que manipulent les collectivités territoriales décentralisées ne représente pas 1% du PIB. Alors, nous sommes donc dans un pays qui va être décentralisé, mais on ne veut pas transférer les ressources aux collectivités territoriales décentralisées. Bon, c'est vrai qu'il y a également un problème à ce niveau, parce que les organigrammes, les compétences qui devaient être développées au niveau local ne le sont pas toujours. Donc, on peut transférer les compétences, on peut transférer même les moyens. Il y aura un problème d'exécution des missions de service public. Donc, à la vérité, il y a un gros travail il faut faire dans ce processus de décentralisation. Et vous verrez que le 10 août, qui était dans la journée de la décentralisation, est passé dans un silence presque de mort. Donc, tout est à faire dans ce processus-là. Merci, parfait Siki. Ferdinand Nanapayon, bonjour, bienvenue. Bonjour, Bouba Gorda. Le comité de stratégie des universités, de marketing et des médias de communication s'est donc tenu cette semaine, et vous étiez aussi l'un des acteurs, comme toujours d'ailleurs, majeur de cette initiative. Alors, dites-nous, vous êtes ressorti avec quoi exactement comme résolution? Je ne vais pas toutes les citer, mais les principales, c'est que nous avions envisagé de tenir la 3e édition à Paris pour des raisons stratégiques, mais le mois que nous avions choisi fait que pendant le mois de décembre, pendant les 15 premiers jours du mois de décembre en France, il y a le sommet sur l'environnement, et ça nous a posé la question de quel est l'objectif. Et tout de suite, on a compris qu'on ne pouvait pas le tenir dans cet environnement, compte tenu du thème, qui est le thème central, porte sur la digitalisation des entreprises, des services. Aujourd'hui, ce n'est un secret pour personne, tout le monde peut le vérifier, plus de 50% d'entreprises ou de services qui marchent aujourd'hui, qui influencent notre vie à toutes les minutes, n'existaient pas il y a 15 ans. C'est-à-dire qu'en 2000, plus de 50% de produits ou de services qui accompagnent notre vie n'existaient pas. Quand on regarde l'Afrique, nous sommes encore à la traîne. C'est-à-dire que vous pouvez voir, même dans les écoles de marketing, on continue d'enseigner, dans ce que nous appelons le mix marketing, on continue d'enseigner la question de la distribution. C'est-à-dire que la place, nous voulons créer une entreprise, nous allons être implantés à Maroua, à Bertoua, à Yaoundé. Cette question est dépassée depuis au moins 20 ans, parce que les Anglais parlent de convenience, en termes de où est-ce que vous êtes, est-ce qu'on peut par un site commander vos produits. Les gens qui voyagent, qui ont l'habitude d'aller en voyage, savent qu'aujourd'hui, si vous n'avez pas un site, si vous êtes une compagnie aérienne par exemple, et que vous n'avez pas un site, vous aurez du mal. Les gens s'adressent davantage au service qu'à l'entreprise. Lastminute.com,
Ce n'est pas une compagnie aérienne, ce n'est pas un holding d'hôtel, mais si vous voulez faire un voyage dans n'importe quel pays au monde et que vous tapez lastminute.com, ils vont vous proposer un certain nombre de services qui n'existaient pas il y a 15 ans. Je veux dire, les services existaient, mais l'offre ne se faisait pas comme ça. La dernière en date, c'était les Uber à Paris, cette concurrence avec les taxis. Donc, aujourd'hui, nous voulons encourager les entreprises, et notamment les entreprises africaines, à se digitaliser. Et l'autre résolution, c'est que pour que les universités ne soient plus un rendez-vous annuel, nous avons imaginé de faire en sorte que 2 fois ou 1 fois par trimestre, avant le prochain rendez-vous, qu'il y ait des rencontres au cours desquelles les professionnels partagent leurs expériences, leurs best practices pour faire évoluer. Et là se pose la question de la formation. Justement, la plupart des entreprises, lorsque vous voulez les former, voilà. Parlant de cette formation, on note comme une réticence de la part de chefs d'entreprise. Que répondez-vous à ceux-là qui traînent encore la patte, qui hésitent à venir vers ce genre d'initiative? Je suis content que vous évoquiez cela. Effectivement, c'est ça. 80% de chefs d'entreprise, PME, ou grandes entreprises, sauf quand c'est des multinationales qui ont en leur sein des obligations de formation, lorsque vous leur parlez de formation, la plupart vous disent si nous investissons pour former notre personnel, nous investissons pour permettre à notre personnel de gagner en connaissance, pour être sollicité ou bien pour choisir d'aller ailleurs. Et quand ils nous disent ça, évidemment, cette réaction qui, de notre point de vue, est une réaction psychologique, en face, nous leur posons une question, parce qu'il n'y a pas grand-chose à faire devant une telle situation, nous leur demandons s'ils préfèrent les garder en entreprise et ne pas les former. Alors vous voyez que c'est même pas un dilemme. Je veux dire, si aujourd'hui on propose aux dirigeants de Canal 2 de former leur personnel, même des petits séminaires, une fois tous les 6 mois, ce qui n'est pas énorme, si on demande à un dirigeant, est-ce que vous préférez envoyer votre personnel faire 1 jour de séminaire pour renforcer ses compétences dans tel domaine, ou alors vous préférez le garder en entreprise, qui n'aille pas en formation, mais pendant ce temps que votre concurrent, lui, il est en formation et vous dame le pion. Et donc la question du digital va se faire sur la formation, et ces rencontres que nous allons faire périodiquement vont nous aider, aussi bien en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest, grâce à un partenariat un peu ambitieux que nous allons mettre en place avec des grandes institutions européennes à partir du mois de décembre. Merci Nana Payon, Dr Christian Ebogo, Franck Ebogo. Bonjour, bienvenue. Bonjour Bouba, et surtout merci de m'avoir invité une fois de plus. Toujours stratège à l'université Yaoundé 2. Enseignant de géopolitique et géostratégie à l'université Yaoundé 2. Alors on ne va pas parler de stratégie, peut-être pas de guerre, mais stratégie d'élection à la Fédération camerounaise de football, avec finalement Tombi Aroko qui a été mis en congé administratif, qui se positionne ici pour une candidature à la Fédération camerounaise de football. On va dire que c'est une situation qui arrange désormais les adversaires de Tombi Aroko. Oui, je crois qu'en posant la question, on a déjà la réponse. Le quoi que lorsqu'il y a eu des élections qui avaient été prévues l'année dernière et qui ont avorté par la suite, c'était justement la candidature de Tombi Aroko, parce qu'il en ressortait qu'il était à la fois juge et parti, il était un candidat et c'était lui qui gérait les affaires administratives. Donc il y a eu un tollé venant de ses adversaires. Donc finalement, on est revenu à une situation normale où il est à l'écart, il s'est déclaré candidat, il est carrément à l'écart. Et maintenant, il y aura un organe qui va gérer les affaires courantes et un autre pour organiser les élections. Vous allez comprendre peut-être pourquoi je vous pose cette question d'ordre stratégique aussi. Est-ce que Tombi qui se retire, et si jamais il perdait au niveau de la présidence de l'Africafoot, pourra-t-il revenir comme secrétaire général à l'Africafoot? Bon, je ne sais pas ce que prévoient les textes, mais il me semble bien que c'est le président de l'Africafoot qui choisit le secrétaire général. Dans ce le secrétaire général qui est par ailleurs un employé, donc il est sous contrat. Oui, mais je crois qu'il pourra continuer à travailler, mais non plus comme secrétaire général. Donc il me semble que celui qui aura à gagner les élections pourra désigner le secrétaire général.
Merci à vous. Les 5 invités sont d'ores et déjà là. Autre actu en perspective, le SAGO 2015 démarre demain au Palais des Sports. Donc les installations sont d'ores et déjà prêtes de ce côté avec une entrée libre et gratuite. On prend maintenant la revue de presse, l'autre actualité, feuilletée par Ebel Alain Olinga. Bonjour. Un investisseur chinois reçu au Palais de l'Unité, titre à sa une du lundi 10 août 2015, Cameroun Tribune. Le journal de Marie-Claire Nana indique que le président de la République Paul Biya s'est entretenu avec Wang Ling, dirigeant de l'une des entreprises les plus puissantes de Chine, la China Poly Corporation, qui opère dans le commerce international, l'immobilier et l'armement entre autres. L'hebdomadaire bilingue Hot News nous apprend qu'au cours des échanges, Paul Biya a salué le partenariat exemplaire gagnant-gagnant entre la Chine et le Cameroun. Le quotidien de l'économie, quant à lui, parle des dessous de l'audience de l'homme d'affaires chinois Wang Ling avec le président Biya à Etoudi. Pour le journal de la valeur ajoutée, l'hôte du chef de l'État camerounais est venu proposer une autre source d'approvisionnement d'armes au gouvernement camerounais. Restons à Etoudi avec le quotidien Émergence qui croit savoir comment Paul Biya affûte ses armes pour la présidentielle 2018. Maître du calendrier électoral, le champion du RDPC selon le journal de Manus Biaga place petit à petit les pions pour empiler. Des appels allant justement dans ce sens sont déclenchés par Olivier Magan dans les colonnes de mutation. L'analyste politique demande à Paul Biya de se représenter en 2018 car pour lui, l'âge est source de sagesse et de clairvoyance. Entre-temps, John Frundi réagit à l'affaire Zongang dans les colonnes du quotidien Le Jour. Le chairman révèle que la nouvelle recrue du RDPC aurait auparavant multiplié les contacts avec le parti de la balance. Et Frundi de conclure, Zongang n'est pas sérieux. Le journal anglophone de Horizon, lui, parle du SDF et notamment du projet de réconciliation avec les fractions dissidentes qui vient une fois de plus d'échouer. Ben Mouna, Assongani et autres déclarent ne plus jamais revenir au SDF. L'esprit de la division hante toujours la maison SDF, tel que le confirme le pied de page du quotidien Le Messager. Nietzsche et Elimi Lobet, deux caïmans du marigot politique du littoral, se battent pour le leadership du parti dans la capitale économique. Mais la grande une du journal de Feu Plus Ndiaoui annonce la mort d'Aboubacar Shekau, assurance faite par Idriss Déby Itno, le chef d'État tchadien cette semaine, devant la presse de son pays. Mahamad Daoud, apprend-on, serait devenu le nouveau chef de Boko Haram. L'information est confirmée par The Guardian Post dans l'une de ses sous-tribunes. Le journal de Christianga dit par ailleurs que le nouveau leader de la secte islamiste aurait ouvert des négociations. Ce serait peut-être le début de la fin programmée de Boko Haram, tel qu'annoncé par le magazine Anaxama International, paru cette semaine. Le mensuel d'information dit que Biya et Boari ont parlé à Yaoundé de la nouvelle impulsion à donner à cette guerre. Au Cameroun, à ce propos, Paul Biya, selon l'épervier, élève 5 colonels au grade de général. Cameroun Tribune présente les visages de ces 5 nouveaux généraux. Simon Ezom Vando, Jacob Kodji, Valère K, Frédéric Djonkep et Bouba Dobé Créo. Une promotion, pense le quotidien Émergence, tributaire à leur engagement dans la guerre contre Boko Haram. La grande une du quotidien vert reste dans la sécurité avec une question qui oppose dans ses colonnes 10 experts. L'option Gemalto comme prestataire en charge de la production de la nouvelle carte d'identité serait-elle une erreur? Intégration jette un phare sur la réponse en indiquant que les services spéciaux du Nigeria viennent de mettre la main sur 3 ex-employés de l'ancienne société chargée de la production des cartes nationales d'identité camerounaises. Marc Mbolo et ses compères auraient écoulé sur le marché 60 000 fausses cartes d'identité nationale et titres de séjour. Énergiquement, le DGSN déclare que ça va changer. Dans les colonnes de Cameroun Tribune, Martin Bargangele indique que les cartes actuelles seront progressivement retirées de la circulation. On aura bientôt une pièce d'identité difficilement falsifiable après l'entrée en scène du nouveau prestataire. En sport, pour terminer, Fecafoot, Joseph Oona met Tombi Aroko en congé. Une décision du président du comité de normalisation qui, nous dit Le Jour, répond à la demande de départ de congé introduite par son secrétaire général. Pour mutation simplement, la candidature de Tombi Aroko Sidiki à la présidence de la Fecafoot se précise de plus en plus. Revue de presse hebdomadaire Stop et Fin. Bon dimanche à tous. Dimanche.
Voilà, bon dimanche et belle Alain Olinga. On parle à présent de la TNT. On commence par vous, pour peut-être mieux planter le décor, comprendre c'est quoi la TNT. Enfin, je ne suis pas la personne vraiment indiquée, mais puisque j'ai parlé tout à l'heure du numérique, on a considéré que je peux en parler. La différence de ce qui se passe aujourd'hui, c'est que nous allons assister à une ouverture. Elle existe déjà, mais à une ouverture qui permettra à tout le monde de pouvoir avoir soit une chaîne de télé privée ou alors d'accéder à une chaîne de télé gratuite dans lequel le gouvernement met en place un certain nombre de chaînes numériques pour que les Camerounais, dans les régions ou bien à travers le monde entier, puissent promouvoir le patrimoine culturel du Cameroun. Donc aujourd'hui, les infrastructures qui sont du type hertzien prennent tellement d'espace, qui sont des espaces qu'on peut remettre à la disposition des entreprises de téléphonie, par exemple, et engranger beaucoup d'argent. Aujourd'hui, avec l'espace qu'on utilise, on peut créer des dizaines de chaînes grâce au TNT. Il y a eu un exemple qui m'a beaucoup plu, c'est que on considérait qu'on a une autoroute à multiples voies, mais dans laquelle circulent 3 ou 4 voitures. Alors qu'on peut redimensionner, faire en sorte que la plupart des espaces qu'on a occupés inutilement puissent servir, ce qu'ils appellent, je pense, le dividende numérique, puissent servir à d'autres causes, ça peut être Orange, ça peut être MTN, qui vont reprendre ces espaces-là, les acheter, parce qu'ils les louent, ils vont payer des royalties à l'État, et ça va peut-être permettre, par exemple, à nos enseignants, des universitaires, de pouvoir faire des cours depuis leur université, leurs amphithéâtres ici à Yaoundé, pour l'Australie ou n'importe où dans le monde. Donc, c'est une avancée qui va dans le sens qui est intéressant pour tout le monde, tous les utilisateurs, et puis surtout pour les entreprises qui ont un espace de marché réduit. Au Cameroun, on a 20 millions d'habitants. Si une entreprise investit dans la publicité, avant qu'elle ne le fasse, elle pose la question de ce qu'on appelle le GRP, Gross Rating Point. En définitive, le contact que votre émission a aujourd'hui sur les Camerounais coûte combien à celui qui a passé de la pub autour de votre émission. Si c'est 5 francs et que à 14 heures ça coûterait 20 francs, le choix est très vite fait, on va choisir celui qui coûtera le moins cher. Mais si nous avons, grâce à cette possibilité, l'espace de marché mondial, c'est-à-dire les 7 milliards d'habitants, si vous allez par exemple demander, mais c'est quoi l'émanation de gaz au lac Nyos? Si moi aujourd'hui je suis à Tokyo, je ne suis pas camerounais, et que je vais sur le net, je tape gaz lac Nyos, je vais voir par YouTube des émissions. Donc un certain Jean-Pierre Efouba Onana, qui est camerounais, mais cette émission qui passe sur YouTube ne profite ni à Jean-Pierre Efouba Onana, on lui a peut-être payé ses droits depuis, ni surtout au Cameroun. Mais avec la TNT aujourd'hui, une chaîne peut décider que, moi, je vais me focaliser sur tout ce qui est scientifique pour valoriser le Cameroun, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui, à travers le monde, s'intéressent à cette question-là, le Mont Cameroun, le lac Nyos, etc. Je peux me focaliser dessus, et chaque fois que quelqu'un regardera, ça fera de l'argent qui rentrera, et pour cette chaîne, et pour le Cameroun. Donc, enfin, je ramasse ça comme ça, mais c'est une avancée qu'il faut saluer. Alors, parfait Siki, entendre la titraille de Ghislain Pierre et son nom, on a comme l'impression qu'il y a une grosse bataille autour de cette histoire de la TNT. Question donc, pourquoi est-ce que les membres du gouvernement n'arrivent pas à s'accorder sur ce dossier? Je crois qu'il faut distinguer tout ce qui se passe, qu'il faut vraiment faire le tri. Je voudrais d'abord aller dans le sens évoqué par Nana Payon, qui indique clairement que l'enjeu le plus important d'ailleurs sera celui des contenus. Ce sera celui des contenus, c'est-à-dire qu'on aura l'autoroute,
Mais il faut qu'on fabrique les bonnes voitures qui vont aller sur cette autoroute-là. Donc il faut de bons contenus. Et c'est peut-être ça le plus important. Qu'est-ce qu'on a vu? Qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? On voit une prédominance des chaînes étrangères et donc une prédominance des cultures étrangères qui sont carrément venues bousculer les nôtres. Et qu'est-ce qu'on a vu pour ce que monsieur le ministre de la Communication a proposé aux Camerounais? Dès la mi-juillet, il a bien dit qu'il y avait une version expérimentale de la TNT qui était mise en œuvre avec 12 chaînes dont bénéficieraient 1000 ménages. Je me demande d'ailleurs comment ces ménages ont été choisis. Et si jamais vous connaissez un seul ménage qui ait reçu ce décodeur, moi je n'en connais pas. Donc, il a estimé qu'il y a 12 chaînes qui devaient donc participer à l'expérience. Quand vous regardez bien les 12 chaînes, vous avez dans ce bouquet France 24, vous avez TV5 Monde, vous avez BBC World News et vous avez TJ qui est une chaîne de dessins animés. Et le reste, c'est des chaînes camerounaises. Je dis, mais pourquoi est-ce que le Camerounais contribuable va payer pour qu'on lui amène France 24 dans un bouquet qui est monté sur des fonds publics? Pourquoi est-ce qu'on va lui amener BBC ou TV5 Monde? C'est incroyable, parce que des chaînes camerounaises qui ne participent pas à ce bouquet. Je vais seulement citer 7 News, de notre ami Serge Alain Godon, qui est journaliste comme nous et qui se bat tous les jours pour que sa chaîne de télé ait une visibilité. Mais pourquoi n'avoir pas sélectionné une chaîne camerounaise comme celle-là et nous amener justement l'inverse de ce que la TNT doit faire, c'est-à-dire une préservation de nos cultures, de nos valeurs. Nous devons les promouvoir. Et c'est pour ça que l'enjeu, il me semble, le plus important, c'est les contenus de cette TNT dont nous parlons. Bon, bien entendu, moi j'entends et je lis que tel ministre et tel autre sont divisés, mais c'est parce qu'on ne saisit pas la question la plus importante, parce qu'on veut focaliser sur le marché de la TNT, il a été donné à qui, n'a pas été donné à qui. On est en train de nous perdre du temps en fait, parce que là on passe d'une étape à une autre et on va louper le coche parce qu'on ne s'intéresse pas aux questions importantes et primordiales. Alors, Maître Marmailly, sur la question du basculement, on parle d'un budget de près de 200 milliards pour le basculement. Est-ce que c'est ça qui aiguise les appétits des uns et des autres? Je ne voudrais pas revenir sur ce que les autres ont dit, mais il faut bien comprendre que sur le plan de l'avancée technologique, c'est les Camerounais qui vont gagner. Maintenant, d'autres ont parlé des contenus, mais moi je veux parler beaucoup plus de la rentabilité. La rentabilité sur le plan financier. Et si nous parlons de la rentabilité sur le plan financier, il va sans dire qu'il faut un investissement conséquent. Maintenant, à côté de ça, pour les sachants de la cause juridique, il va sans dire que toute une bataille comme celle-là met en place, n'est-ce pas, un éventail de contrats. Parce que rien ne peut se faire s'il n'y a pas de contrats qui suivent derrière. Maintenant, comme on ne va pas donner lecture des contrats, pour nous autres, nous allons nous contenter de savoir que beaucoup d'argent a été investi. On ne voit pas sur le plan concret ce que ça apporte. Et nous disions tantôt, moi j'ai eu la chance de travailler un peu sur le droit d'auteur et j'ai fait partie de la dernière commission électorale qui a mis en place les élections à la SOCAM. Je veux bien comprendre, pour les artistes par exemple, si vous prenez cet exemple, comment le mécanisme va se faire pour rentabiliser le produit de nos frères camerounais. Et quand vous allez sur Internet aujourd'hui, vous pouvez suivre un album. Mais pour celui, n'est-ce pas, qui produit cet album, qu'est-ce que ça lui rapporte? Voilà une occasion qui aurait Il faut déjà qu'il soit diffusé, c'est pour ça que les contenus sont... Voilà une occasion, n'est-ce pas, où je dis, il est fort possible que tout le monde trouve son gagne-pain dans cette histoire-là. Maintenant, j'ai dit, si les contrats sont bien ficelés, il faut bien que nous soyons parfois, n'est-ce pas, des différents accords qui sont passés derrière, parce qu'il y a des grands enjeux financiers. Au-delà des grands enjeux financiers, parfait, c'est qui parlait de 12 chaînes qui ont été choisies par le ministère de la Communication. Sur quelle base est que ces chaînes ont été choisies, Alain Amassoka? Poser la question à ceux qui les ont choisis. Non, sérieusement, vous savez, j'apprécie les interventions précédentes des différents orateurs sur la structure infrastructurelle, de la TNT, sur les questions de contenu, sur les questions de rentabilité. Je voudrais quand même
si vous me permettez, Bouba, qu'on fasse un petit pas en arrière pour bien se dire 2 ou 3 choses avant qu'on ne comprenne ce qui se passe aujourd'hui ou ce qui va se passer demain. Peut-être qu'il ne s'agit pas de la TNT pour ce que j'ai envie d'évoquer, mais je me rappelle quand même qu'en 2000, il y a un décret de 2000, du 3 avril, justement, qui avait tenté une première, peut-être qu'on n'était pas en TNT, je reprécise encore bien, qui avait tenté une première expérience de l'offre des contenus en matière de télévision au Cameroun. Et ce décret avait clairement reparti que pour permettre l'émergence d'une catégorie professionnelle qui s'appelle les producteurs, que 30% devaient revenir aux diffuseurs et 70% aux producteurs. Qu'a-t-on fait de ces décrets? Qu'a-t-on fait des termes de ce texte-là? Rien du tout. Rien du tout. C'est-à-dire que les diffuseurs ont continué d'émettre comme on observe, et je veux dire, la classe professionnelle des producteurs, elle n'a pas émergé. Du coup, ce qui parlait tout à l'heure d'une invasion des programmes de télévision des chaînes étrangères, j'ai presque envie de dire que mais il y a une réalité qu'on n'évoque pas suffisamment dans notre débat. C'est la concurrence et la compétitivité du secteur du marché. Le marché est ouvert. Il est ouvert. Je veux dire que je note vous parler du premier bouquet expérimental du ministère de la Communication. Parlez aussi de l'offre de Camdi TV qui parle d'un bouquet de 30 premières chaînes du bouquet. Enfin, j'ai envie de dire, il y a une chose qu'il faut mettre sur la place publique, au centre de la discussion, c'est quelle est l'importance qu'on accorde à celui qui est le consommateur. Toutes ces offres qui sont aujourd'hui suggérées ont-elles été effectuées sur la base d'études de marché appropriées? Il faut que les gens comprennent très bien. Un contenu qui est proposé à des consommateurs, c'est un contenu qui est en fait la résultante d'attentes qui ont été exprimées. Comprenez bien, les médias procèdent à la satisfaction des préoccupations sociales. C'est une maxime élémentaire en matière d'offres de télévision. Au Cameroun, ça semble ne pas exister. Je note qu'il y a des bouquets qui sont déjà configurés. Je note que probablement, l'avocat le disait tout à l'heure, il y a certainement des opportunités contractuelles qui vont être mises sur la table. Jusqu'à ce niveau-ci, je n'ai pas le sentiment que le consommateur, lui, a été approché dans des études techniques, scientifiques, qui permettent d'identifier ses besoins. Et c'est à partir de ce moment-là que vous comprenez que vraiment, on est dans une situation de filouterie à ciel ouvert où ce qui préoccupe les gens, c'est simplement les grands enjeux financiers qui intègrent cette vaste opération. On parle d'une opération de filouterie, docteur Franck Ebogo. Du coup, on se pose la question de savoir où sont passés les 1000 décodeurs, parce qu'il y a eu d'abord une vague de 1000 décodeurs pour les villes de Douala et de Yaoundé. Et on ne sait pas où sont passés ces décodeurs. On s'interroge un peu à quoi est-ce que ce faramineux budget a servi. Bon, je ne pourrais pas directement répondre à votre question, tout simplement parce que je n'ai pas suffisamment d'informations dessus par rapport aux 1000 bouquets. Si vous le permettez, je voudrais un peu revenir sur le contenu. Comme l'a dit l'orientation qui a été adoptée par M. Siki, pour dire qu'il y a quelques jours, il y a un séminaire qui avait été organisé à la primature pour réfléchir sur les contenus qui devaient constituer les différents bouquets du TNT. Et il me semble bien que, parce que j'ai eu la correspondance qui était adressée à certains universitaires, parce qu'il s'agissait de consulter tous les citoyens, voir leurs réactions, retenir leurs idées par rapport à ce qu'on devait mettre en termes de contenu dans le TNT. Et à ce niveau, je pense qu'il y a eu un large public qui a été consulté. Vous imaginez bien que le séminaire qui a eu lieu a mobilisé des gens qui venaient de tous les milieux. Lorsque j'ai vu cette correspondance, je me suis bien demandé ce qu'une université pouvait offrir comme compétence dans la confection de ce bouquet. Mais il y a eu des gens qui sont venus de tous les milieux. Et je pense également que par rapport à la constitution de ce bouquet, il y a eu certaines réflexions qui ont été menées. C'est-à-dire qu'il fallait tenir compte de l'intérieur, mais également de l'extérieur. Il y a 7 chaînes internes, il y en a 5 de l'extérieur. On ne peut pas s'enfermer seulement sur les offres venant de l'intérieur. Et par rapport au choix des chaînes, on a tenu compte des chaînes qui sont diffusées à Yaoundé, notamment la CIATV, Vision 4, mais également des chaînes qui ont pignon sur rue à Douala. Parce qu'en réalité, ce sont ces 2 villes-là qui ont été retenues à titre d'expérimentation. Donc je pense que, normalement, on avait parlé d'un bouquet de 30 chaînes au départ.
je pense que peut-être dans les jours à venir, peut-être les semaines à venir, on pourra ajouter encore d'autres chaînes à ce niveau-là. Et si on prend les 5 chaînes étrangères, ça répond également à une demande intérieure. Par exemple, les enfants. Lorsque vous voyez nos enfants, bon, je ne sais pas s'il y a une chaîne adaptée aux enfants de 5 ans, 7 ans, mais lorsqu'on parle des chaînes de dessins animés, c'est d'abord TJ qu'on voit. C'est le nom là qui revient. Bon, maintenant, à titre de complément d'information, on peut bien suivre les informations diffusées à Canal 2, à la CIATV ou bien à Vision 4. Mais c'est aussi intéressant de voir ce qui se passe ailleurs, comment une information est traitée également par les Occidentaux. Alors nous avons la chance d'avoir une personne qui a pris part à ces assises, Nana Payon, qui a accepté à la dernière minute de venir sur ce plateau. Il s'est agi de quoi exactement au Palais de Congrès? C'était au Palais des Congrès, et effectivement à l'initiative du Premier ministre, dont le secrétaire général des services est le président de Camdi TV. Le vice-président, il faudrait le rappeler, le ministre de la Communication. Le ministre de la Communication. J'ai eu l'honneur d'avoir été invité. J'étais ce jour-là fier d'être Camerounais. Parce que je ne me souviens pas que nous ayons eu des grands projets dans notre pays pour lesquels, au préalable, on a mobilisé des gens pour faire une sorte d'enquête qualitative. Il y avait 200 personnalités qui venaient de partout, des universitaires, des juristes, des sociologues, des religieux. Et on a assisté pendant 2 jours à de très, très, très grands moments de débat et de respect surtout. Parce que comme il disait tout à l'heure, le fondement du marketing, c'est d'être market-oriented. Aujourd'hui, nous sommes à l'ère de le client est roi. Avant, on disait que le client est roi. Mais aujourd'hui, le client a la possibilité, lorsqu'il regarde votre émission à travers le net, de poster son point de vue. De vous dire, mais le casting était moyen. C'est-à-dire que, et ce n'est pas à vous qu'il envoie cette lettre, cette missive, si j'ose dire, mais tous les gens qui accèdent à cette page peuvent voir que le casting, ce n'est pas le cas pour tous les brillants intervenants que vous avez invités ici, mais on doit faire attention aujourd'hui quand on s'apprête à mettre des choses sur le marché. Donc, de ce point de vue, j'estime que faire venir des gens, des artistes, des producteurs, il y avait beaucoup de producteurs qui ont évoqué ce que vous avez évoqué fort opportunément, il y avait toutes les catégories socio-professionnelles étaient représentées. La présidente de Bayam Salam a pris la parole en plénière devant tous ces grands intellectuels. J'étais impressionné de ce qu'elle a dit. Donc, à mon avis, la querelle que j'ai lue dans les journaux n'a pas lieu d'être. Si, mais je vais être très franc. Le ministre de la Communication a fait une erreur. Et cacher son erreur est une erreur, je dirais même c'est une faute. Chercher à dissimuler son erreur à travers des scénarios, me semble-t-il, c'est quelque chose de dangereux parce qu'un manager, quand vous avez fait une erreur, lorsque au fond de vous, vous la reconnaissez, ça peut vous servir pour la suite. Et je constate que le ministre Kiroma, ça lui arrive de faire des erreurs. Pour une fois, j'ai constaté qu'il en a fait une. Il a dit que la correspondance est arrivée en retard, donc il n'a pas pu. Il n'a pas pu honorer. Monsieur Boubangom, là, quelqu'un est invité. J'essaie simplement de citer ses propos. On s'adresse au public qui peut juger. Vous êtes ministre. Une invitation arrive de la primature. Vous êtes vice-président d'une structure, un comité de pilotage. D'un comité de pilotage. Vous êtes convié, vous êtes informé de ce qui se passe. Curieusement, aucun de vos cadres n'est là, et pourtant Dieu sait si ces cadres nous ont manqué pendant les discussions, pendant les travaux, dans les ateliers ou même en plénière. Aucun de vos cadres, on les voit souvent sur vos plateaux.
Je suis même surpris que vous ne les ayez pas invités aujourd'hui. Aucun de vos cadres n'est là. Sauf s'ils ont refusé de venir. Si on fait, je ne sais pas, Bouba va nous le dire, si on fait un peu de benchmark, c'est-à-dire que si on met sur un banc d'essai ce qui se fait dans ce domaine à travers le monde, on va se souvenir que la France est passée par là. Ils ont nommé tout un ministre. Le Niger, pas loin de nous, cette affaire, le comité de pilotage est géré par le ministre des Postes et le ministre de la Communication. Et les prérogatives de président reviennent au ministre des Postes parce que la question n'est pas sur l'audiovisuel en réalité. Et parfois, ce qu'il disait tout à l'heure, la question des contenus. Justement, on va embrayer sur la question de contenu à votre suite. C'est juste pour préciser que les deux cadres du ministère de la Communication que nous avons conviés à ce débat sont bloqués du côté de Garoua. On parle du contenu avec vous, Parfait Siki. À quel type de programme les téléspectateurs camerounais doivent-ils s'attendre avec l'avènement de la TNT? Je crois que il est important, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, de comprendre qu'on aura un large panel, un large éventail de télé. On aura des télévisions d'information, on aura des télévisions culturelles, on aura des télévisions sportives, on aura des télévisions religieuses, on aura un ensemble de télévisions. On aura une télévision féminine. On aura une télévision féminine. On aura une télévision consacrée à l'actualité internationale aussi. Donc sur les 30 chaînes de télé. Ça c'est l'offre de Kamditi. Ça c'est l'offre de Kamditi qui me semble être, le grand frère le disait tout à l'heure, la plus raisonnable, la plus logique dans la démarche et même dans la légitimité. Parce que il faut bien qu'on explique cette affaire aux Camerounais. Ce que le ministre de la Communication est en train de faire aujourd'hui est une démarche de fusion entre la TNT et la réhabilitation de la CRTV. La réhabilitation de la CRTV est un projet qui a été mené par la CRTV, qui a son PCA qui s'appelle M. Issa Chiroma Bakari, de façon normale et ordinaire, parce que la CRTV a elle-même des enjeux. Il y a les compétitions internationales qu'elle doit couvrir, il y a des télévisions qui vont venir du monde entier, et ils ont quand même besoin qu'il y ait ici une structure qui soit capable de répondre et aux équipements et à leurs demandes. Donc la CRTV se met à niveau quand même, ça fait longtemps qu'elle est à un niveau qui n'est pas acceptable pour une télévision publique, donc c'est normal que la CRTV soit réhabilitée. Et puis il y a la TNT, la CRTV doit également être au niveau de la TNT. Mais il y avait donc à côté ce projet mené par Kamditi TV, qui est donc celui de la télévision numérique terrestre. Et M. Chiroma a estimé que l'État n'avait pas à dépenser beaucoup trop d'argent, il faut faire les deux au même moment. Mais c'est deux choses, comme on vient de le voir, totalement distinctes. Et l'envie d'associer les deux peut paraître au moins suspecte. Mais, soit dit en passant, il a reçu de la présidente de la République les autorisations, si vous voulez, pour faire ce pour l'aspect technique. Oui, pour faire ce qu'il a pu faire. C'est pour ça d'ailleurs que chaque fois que vous l'interpellez, vous l'interrogez, il dit que tout ce que j'ai fait, je l'ai fait sur instruction du président de la République. Sauf que on connaît beaucoup de gens qui sont à Kondengui ou ailleurs, qui ont fait des choses sur instruction du président de la République. Donc il faut faire très attention. Parce qu'au final, à quoi assistons-nous? Nous assistons donc à une TNT au rabais, comme on peut le voir là depuis le début. Nous avons parlé des 1000 décodeurs. Je cherche toujours un Camerounais qui fait partie des 5000 ménages choisis pour expérimenter la TNT. J'en cherche toujours. Mais de l'autre côté, le Kamditi TV poursuit sereinement sa tâche parce que la mission qui lui a été confiée est importante et doit être menée jusqu'au bout. Donc c'est à ça qu'on est actuellement. Et je pense que c'est dommage qu'on perde donc du temps à parler des questions de marché public, parce qu'effectivement, l'entreprise qui a été choisie par le ministre de la Communication, dit-il, sur instruction du président de la République, pour exécuter ce marché,
cette entreprise qui est chinoise, qui s'appelle Star Times, cette entreprise a été chassée de Madagascar, chassée de la Zambie et chassée d'un troisième pays dont j'ignore le nom, mais je me souviendrai. L'Afrique de l'Ouest, mais je... Voilà, cette entreprise a été chassée dans 3 pays bien différents et ça doit pouvoir interpeller. Ben, qui reste quand même au Cameroun. Alain Amassoka, pour les promoteurs et les structures de production dont vous êtes un responsable, est-ce que la TNT constitue une opportunité pour vous? Oui, assurément. Mais c'est comme j'ai fait le feedback tout à l'heure. Moi, je m'interroge sérieusement sur la volonté politique de ce qui est présenté comme une espèce de révolution. Je constate que ce qui était à la réunion du palais de congrès reste extrêmement optimiste. Mais j'ai envie de dire qu'il y a des questions qui se posent avec acuité, auxquelles il faut apporter des réponses. Vous êtes pessimiste? Je reste très pessimiste par l'expérience des pratiques qui se déroulent dans notre pays. Je vous ai évoqué ce décret du 3 avril 2000, où il y avait, comment je veux dire ça, ce balisage dans ce contexte. Au jour d'aujourd'hui, vous avez vu que pas grand-chose n'a avancé. Je me méfie très souvent des grandes messes, je suis désolé pour Ferdinand, qui y croient fermement, et c'est bien s'il croit, mais j'espère qu'on pourra, pour une fois, déboucher sur des réalisations concrètes. Vous parlez de l'émergence d'un ensemble, on va dire quoi, de chaînes de télévision qui vont se mettre en place sur une configuration thématique qui est clairement présentée. J'ai envie de dire, comment cela va-t-il s'implémenter? Cela va-t-il s'implémenter en s'appuyant sur les opérateurs qui sont déjà en place et qui ont déjà un certain nombre de problèmes de fonctionnement, des problèmes de régulation, des problèmes de rentabilité et des problèmes même de contenu? Ou alors on va assister à une émergence de nouveaux promoteurs, et sinon ces promoteurs, qu'on nous explique clairement avec transparence comment est-ce qu'ils sont choisis. Je note que dans l'apparition de mutation de cette semaine, j'ai lu un président de tout un syndicat national de l'audiovisuel du Cameroun qui dit n'avoir pas été associé dans cette activité. Je ne prends que son exemple, mais je peux vous dire que beaucoup de murmures ont également été faits sur le choix des personnes qui ont été choisies pour venir en parler en même temps. J'ai envie de dire, le secteur de la production est un secteur qui est nouveau, pour prendre le cas de la production, qui est quand même la matrice de l'offre des contenus en matière de télévision. C'est un secteur qui n'est pas suffisamment mis en exergue parce que, comme je vous l'ai dit, il subit les avatars de cette mauvaise régulation qui s'est mise en place depuis plus de 10 ans aujourd'hui. Comment les opérateurs vont-ils émerger dans ce contexte-là? Est-ce qu'ils vont émerger par leurs fonds propres? Est-ce qu'ils vont émerger parce qu'il va y avoir des retombées de cette activité qui va leur permettre de pouvoir, parce que vous savez, la production, ça coûte énormément d'argent, ou alors parce qu'ils vont émerger, on va dire, dans une logique de concussion ou de népotisme, parce qu'on sait comment se développent les pratiques des Camerounais. Vous allez voir demain, ne soyez pas surpris que les opérateurs du secteur, présentés comme des producteurs du secteur de l'audiovisuel, soient à la vérité l'émanation de quelques personnes qui tirent des dividendes et qui font émerger des personnes qui sont brouillonnes et qui vont se retrouver en train d'offrir aux Camerounais, encore une fois, des contenus qui ne vont pas s'adapter aux véritables attentes. Et tout ce qu'on est en train de vouloir présenter là comme discours assez optimiste va encore une fois passer comme une épée dans l'eau. Je le redis encore ici, et je crois que Ferdinand m'a rejoint sur ce point, la question principale de cette révolution, c'est la satisfaction des préoccupations du consommateur. Parce que le consommateur est roi, le téléspectateur est roi. On va réaliser toutes les configurations qu'on voudra. Si l'offre des contenus ne correspond pas aux attentes, je vous dis, ce sera pratiquement le même scénario qui s'oppose aujourd'hui. Le Camerounais a le choix de pouvoir choisir la chaîne de télévision de son choix. Si nous, en amont, à travers ce processus, à travers cette construction, on n'a pas réglé la question de la satisfaction des préoccupations sociales, on aura mis 10 ou 15 chaînes. Si c'est dans cette structure de verticalité que je suis en train d'observer, ce sera un tout faux. Alors, docteur Franck Boko, sur cette question, est-ce que le financement ou le soutien de l'État, à la fois des télévisions et des producteurs, ne serait pas la bienvenue dans ces circonstances-là? Oui, je crois que la plupart des entreprises privées au Cameroun n'ont pas suffisamment de moyens pour émerger dans un champ concurrentiel comme celui-là. Peut-être aussi parce que nous sommes dans une économie faible par rapport à ce qui se fait en Occident. Parce qu'il est impensable qu'en Occident, vous soyez une chaîne privée, mais que vous receviez abondamment le financement venant de l'État. Donc je crois qu'à titre intérimaire, on peut encore accepter ces financements-là
au moins pour structurer cette entreprise-là, pour acheter pour acheter telle infrastructure. Mais à la longue, il faudrait que les entreprises de l'audiovisuel arrivent à s'assumer, heureusement qu'on a un marketing là, arrivent à trouver des stratégies pour émerger de l'anonymat et pour se positionner au même rang que les autres entreprises, notamment celles qui viendraient de l'étranger. Il faudrait par exemple que, lorsqu'on parle par exemple de Canal 2, il est bien vrai que votre chaîne est connue sur la place internationale, mais il faudrait que, lorsqu'on parle de Canal 2, qu'il y ait un label, qu'on sache que Canal 2, ce n'est pas une chaîne religieuse, même s'il s'intéresse à certains contenus religieux, mais il faudrait qu'il y ait un label affecté à toutes les chaînes. Maître Mamaï, sur la question de ces fonds d'aide, est-ce qu'il n'est pas grand temps de revoir la répartition même de ces fonds-là pour que tout le monde puisse trouver son compte? Je préfère parler comme mon voisin de droite. À la réalité, quand on parle d'entreprise de presse, il va sans dire que c'est un investissement qu'on fait. Moi, je suis surpris que dans le contexte camerounais, on continue de parler de subventions. La bataille aujourd'hui doit se situer, à mon sens, au niveau de la qualité de ce qu'on offre. J'en vous pour preuve. Il y a de cela quelques années, quand Canal 2 commençait, je ne sais pas pour faire insulte à cette chaîne qui nous fait l'honneur de nous inviter aujourd'hui, mais il me semble que Canal 2 a presque commencé dans une chambre. On a connu Edouard non glacé. Et Canal 2 est parti de presque rien pour devenir ce qu'elle est aujourd'hui. Une chaîne qui est vue à travers le monde. Et à côté de ça, vraiment du côté de l'Afrique de l'Ouest, quand on regarde les Boubou Diouf et tout ce monde, n'est-ce pas, qui nous offrait des petits sketchs. C'est une histoire, à mon sens, d'enculturation. Donc, sur le plan international, aujourd'hui, on doit mettre deux notions ensemble. L'enculturation et l'acculturation. On doit se projeter, mais en étant soi-même. Moi, je suis très à mon aise quand on parle de ce bouquet qui arrive aujourd'hui, parce que ça appelle à la concurrence. Mais les banques sont où? Ça, c'est la question que moi, je serais en droit de me poser. Les banques ont un rôle à jouer. Quand vous avez un projet bancable, ça veut dire rentable, les banques viennent à votre soutien. Mais le malheur chez nous aujourd'hui, c'est que on pense tout, n'est-ce pas, en mettant au cœur de ses propres projets d'investissement l'État. J'ai dit c'est faux. S'il fallait parler comme certains sur d'autres cieux, pour ne pas parler comme Luther, on nous demandait ce que l'État a fait pour nous, demandez-nous ce que nous-mêmes nous avons fait pour l'État. Ce qui est vrai, c'est que les banques aujourd'hui, pour beaucoup, sont surliquides. Mais qu'est-ce que nous finançons en ce moment? Comme c'est beaucoup de projets foireux qu'on apporte aux banques, les banques traînent la patte. Mais si c'est un projet rentable, je dis, je ne fais pas dans la flagonnerie. Canada aujourd'hui, pour ceux qui voyagent, c'est une chaîne qui marche. Donc, dès le moment où il y a un bouquet, et qu'on est certain de ce que, quand on zappe, on tombe sur une bonne chaîne, il va sans dire que les autres vont suivre. Maintenant, pour moi, et ça je reviens là-dessus, la problématique c'est que ceux qui viennent entrer dans ces bouquets, qu'est-ce qu'ils nous offrent? Et ça, on ne nous dira jamais ça. Parce qu'on a cité les chaînes tout à l'heure. Tel va venir dans le bouquet, tel va venir, tel va venir. Comment ces gens, quel est le casting que nous avons fait en aval? Pourquoi on se retrouve simplement en train de nous dire que c'est quelqu'un qui entre? En amont, prêtez-moi une fois de plus cette session. Comment se retrouve-t-on avec ces chaînes-là? Sur le plan concurrentiel, est-ce qu'on a mis ces personnes en concurrence? Parce que nous, au Cameroun, on va nous mettre en concurrence et malheureusement, les personnes qui n'auront pas de moyens vont finir par s'effondrer d'elles-mêmes. Maintenant, ceux qui attendent les subventions, je connais le peuple des Camerounais, on reçoit les subventions, on n'en fait rien, et par la suite, c'est vous les pauvres journalistes qui allez payer les pots cassés. Petite précision dans l'un à Masoka, et puis on revient à vous. Oui, et vous voyez que progressivement, on commence à me rejoindre. Je suis désolé, mais je le redis encore. Monsieur Bouba, je suis désolé de le dire à l'avocat, il y a 3 sources de financement en matière médiatique. La subvention fait partie des sources de financement. Il y a la publicité, il y a même le mécénat. J'ai envie de poser une question simple. La subvention existe, elle est dérisoire. Réponse, il faut la croître. Dans tous les pays sérieux, cette subvention est repartie aux médias. Au Sénégal, on a plus d'1,5 milliard. Je suis désolé, en Côte d'Ivoire, quasiment la même chose. La subvention ne peut pas disparaître. D'ailleurs, la CRTV, pour prendre son cas, reçoit la subvention. Ça lui permet de fonctionner. Cette subvention doit être repartie chez tous les opérateurs qui sont sérieux. Mais la question fondamentale qu'il faut poser, Bouba, c'est celle du marché. Je parle là de la publicité. Quel est le cadrage et la régulation qui sont faits pour pouvoir professionnaliser la question de la rentabilité?
Dans tous les secteurs des médias, que ce soit en presse écrite, en radio, en télévision et tous les autres nouveaux médias, si le marché de la publicité est mal organisé, on se retrouve avec une décrépitude de la performance économique de toutes les entreprises de presse. Moi, je suis très modestement à mon niveau, vraiment l'une des victimes de cette affaire-là. Nous avons lancé un concept il y a pratiquement 10 ans aujourd'hui, dans le secteur de la production. On a proposé aux Camerounais il y a 7 ans, à travers le diffuseur qui est Canal 2, une émission, une production qui est réservée aux universités. Résultat de course, parce qu'il n'y a pas une organisation et une régulation du marché publicitaire. Nous n'avons véritablement jamais reçu les publicités. Parce que les publicités sont un peu de l'ordre du népotisme, et à partir de ce moment-là, je suis désolé, si les choses ne sont pas clairement affirmées et organisées, si les opérateurs de ce secteur ne pourront pas décoller. Je rappelle encore une autre chose. Lorsque vous vous retrouvez dans un secteur comme le nôtre, et que ces normes-là, ces régulations-là ne sont pas appliquées, savez-vous par exemple que dans d'autres cieux, lorsque vous avez des programmes, vous avez plusieurs sources de financement, dont l'achat des programmes. Je défie quiconque, je suis producteur, ça fait 7 ans que je suis producteur, je défie quiconque. Est-ce que nos programmes sont achetés au Cameroun? La réponse est claire, elle est non. Est-ce que le marché publicitaire est régulé au Cameroun? La réponse est non. Y a-t-il une institution d'État qui doit s'en charger? La réponse est oui. Que fait-elle? Je vous pose la question. Mais aujourd'hui, on se retrouve dans des batailles entre le ministère de la Communication et la primature, parce qu'on voit très bien qu'il y a du lucre. Et c'est ça que j'étais en train de vous faire remarquer tout à l'heure. On s'agite maintenant là, parce qu'il y a des enjeux financiers. J'ai encore posé une fois de plus la question de l'implémentation. Tout ce qui est organisé aujourd'hui, comment cela va-t-il être implémenté? Quelqu'un parlait du casting, c'est bien de ça que je parlais tout à l'heure. On va donc se retrouver effectivement avec une émergence d'un casting qui a été fait, on ne sait comment, on ne sait sur quels critères, qui vont venir proposer aux Camerounais, qui sont les consommateurs finaux, en définitive, de l'offre des produits et des contenus de télévision, des gens qui vont produire des émissions en un mot, qui ne vont pas satisfaire les Camerounais, on ne va pas régler le problème. Nana Payon, in fine, la bataille doit se faire au niveau des contenus, d'où des bons programmes. Oui, ça me rappelle une interview que j'ai lue dans Mutation, on aurait trop cité Mutation aujourd'hui, d'un éminent professeur qui était au Palais des Congrès pendant les travaux, et la journaliste lui a demandé, est-ce que distribuer 1000 décodeurs avant qu'on ne réfléchisse au contenu, professeur, est-ce que ce n'est pas mettre la charrue avant les bœufs? Et le prof lui a dit, la réponse est dans votre question. Ça, c'était pour répondre à la première partie de votre question. Si je n'avais pas été aux assises du Palais des Congrès, je serais exactement dans la même posture qu'Alain Massoka. Parce que ce qu'il dit là, c'est la réalité. C'est-à-dire que c'est pas du virtuel. C'est quelqu'un qui a touché, et puis d'ailleurs, il avait une très très belle émission. Et je ne sais pas comment ils ont organisé, mais évidemment, ils ne pouvaient pas inviter tout le monde, naturellement. Mais ce que vous avez évoqué, tout ce que vous évoquez là, ce sont des questions que certains de vos confrères et d'autres, notamment les responsables de partis politiques, Anissé Kané, il y avait d'autres de l'opposition, sur la question d'une chaîne gouvernementale ou institutionnelle. Et les membres des partis d'opposition ont dit non, pas de chaîne de gouvernement. Alors ça veut dire que vous n'envisagez pas demain d'arriver au gouvernement. Mais pour parler de la question, les deux questions centrales dont nous avons débattu dans l'atelier auquel j'ai participé pendant les 2 jours, c'était rentabilité, donc modèle économique, et la publicité. Moi, je me suis battu. Parfois, c'était difficile, j'arrachais la parole, je me mettais à genoux pour dire, s'il vous plaît, ne refaisons pas les erreurs du passé. La seule personne qui finance les émissions à la télévision ou à la radio ou dans la presse s'appelle l'annonceur. Parce que les subventions, on peut ne pas vous les donner. Et soit dit en passant, il y a un fonds. Ce fonds ne va pas être pris dans les poches du contribuable, d'après ce que j'ai compris. C'est-à-dire que ce sont les bénéfices dégagés justement de ce qu'on va passer au numérique, qui vont ouvrir dans des espaces que l'État va pouvoir vendre ou louer aux entreprises qui en ont le plus besoin parce qu'ils ont des données plus importantes. Comment ça sera réparti? Parce que voilà, il y a toujours un problème. Exactement, la question était repartie. Et je voulais donc dire que ne cherchons pas à nous tirer une balle dans le pied
comme certains l'ont fait, de hauts responsables dont nous avons cité un pendant nos discussions. Inspirons-nous, c'est pour ça que tout à l'heure je parlais du benchmark, il est bon que nous essayions de voir comment les autres ont fait et que nous ne tombions pas dans leurs erreurs. Je me souviens en 86 ou 87, lorsqu'on privatisait TF1 en France, la haute autorité audiovisuelle avait convoqué ceux qui voulaient racheter des chaînes, ouvrir des chaînes privées, à venir faire un grand oral. Terminé en 30 secondes maintenant. Moi, je ne crois pas à un business plan, je ne crois pas à un concept ou à un mode opératoire d'un concept sur papier. Il faut que la personne qui envisage de le manager vienne animer, c'est-à-dire vienne lui-même dire voilà ce que j'envisage de faire et qu'on lui pose des questions pour qu'il éclaire sa position, qu'il clarifie sa position. Et moi je milite pour cela. C'est-à-dire que vous avez parlé de la banque, cher maître. Effectivement, on a évoqué ça pendant ces assises. On a pensé qu'aujourd'hui, avec l'avènement de la banque des PME, on peut et c'est rentrer dans les résolutions de notre atelier. Je vous assure que, au-delà du fait que ceux qui pensent que ce pays doit avancer ont été respectés, je pense que quand ils vont publier les résolutions, et je voudrais inviter les responsables justement à tenir compte de ce qu'on attend. Pour finir, je voudrais revenir, monsieur Bouba. En 10 secondes. Vraiment, 10 secondes. On a plus beaucoup de temps. Ok, on a plus beaucoup de temps. J'ai entendu les chiffres. Lorsque vous ouvriez cette émission, on a parlé de 50 milliards de bénéfices, enfin d'économies. Moi, quand j'entends les chiffres, l'homme du marketing que je suis sursaute toujours. Parce que nous, on ne raisonne pas en termes de chiffres. Nous, on raisonne en termes de part de marché, mais davantage aujourd'hui en termes de part de clients. Si aujourd'hui vous me faites économiser, si c'est vrai, si vous me faites économiser 50 milliards, c'est-à-dire que, très concrètement, si j'ai le choix entre acheter une voiture d'occasion à 4 millions de francs pour faire la navette Douala-Yaoundé et mettre 10 millions pour faire la navette Douala-Yaoundé, je peux réfléchir entre acheter une voiture neuve à 10 millions parce que je raisonne en termes de rentabilité, mais en termes de productivité. Est-ce que la voiture neuve peut aller 4 fois sur Yaoundé et Douala avec 2 chauffeurs, et est-ce que la voiture d'occasion peut y arriver? Donc, traduction, on peut très bien penser qu'on a fait des économies alors que nous sommes à l'ère non pas du mieux offrant, mais du meilleur. C'est-à-dire que le rapport qualité-prix doit être pris en compte lorsqu'on parle des chiffres. Donc c'est difficile d'évaluer les chiffres qu'on donne comme ça. On vous a compris. Avant d'entendre votre question, s'il vous plaît, je voudrais même comprendre d'où sont venus ces chiffres. Parce que j'observe quand même une chose. C'est que le marché de réhabilitation de la CRTV a été signé par le président du conseil d'administration de la CRTV. Je ne sais pas si dans l'orthodoxie des marchés publics, je ne sais pas, vous qui avez... Non, pas moi. Pas moi. Non. Comme ici, je suis journaliste. Sur ce plateau, je ne revendique pas ma position. Au consulte là-bas, vous qui avez un manuel de procédure, est-ce que l'ordonnateur de ces choses, c'est le président du conseil d'administration? Parce que le directeur général de la CRTV, il est là, on le connaît. Comment n'est-il pas signataire des marchés concernant la réhabilitation de la CRTV? D'accord, la question est comprise. Maintenant, vous allez prendre la mienne. Est-ce que le basculement à la TNT est simplement un effet de mode ou une révolution dans l'univers de la télévision camerounaise? Quand ce sera effectif, ce sera une révolution. Mais vous constatez avec moi que nous sommes toujours là devant nos télés, et ceux qui ont les tubes cathodiques, et ceux qui ont les écrans plasma, et les LED, et les LCD, et que rien n'a changé. Puisqu'il faut dire ça, que malgré les annonces qui ont été faites, on n'y a aucun changement chez les téléspectateurs qui préoccupe tant mon ami Amasoka, qui dit qu'au final, c'est lui qui est le plus important. Effectivement, si quelqu'un a noté un changement quelconque, pas moi en tout cas, ça veut dire que l'expérience n'est pas concluante, celle des 1000 ménages et 1000 décodeurs. Rien n'est donc concluant, ça veut dire qu'il n'y a pas de basculement numérique au Cameroun. Donc nous avons raté la date de 14 juin de l'UIT. C'était le 17 juin, on l'a raté.
Et qu'à ce jour... Mais nous ne sommes pas les seuls, soit dit en passant quand même. Oui. La faute commune ne crie pas le droit. Ok, merci cher monsieur sur cette première thématique. On va peut-être prendre une petite pause pour retrouver le thème consacré à Boko Haram. Guerre contre Boko Haram annonce les réalités du terrain. Alain Amassoka, le président tchadien Idriss Déby Itno, annonce que le gourou de Boko Haram, Aboubacar Shekau, est mort. Cette information vous semble-t-elle crédible? Oh, la crédibilité en journalisme, vous savez comment on l'établit, c'est sur la base des faits. Peut-être qu'une déclaration est un fait, mais même Ben Laden, quand on l'a abattu, j'ai cru voir quelques photographies d'un bonhomme qui avait été décimé, même si après ses restes ont été, on a dit quoi, inséminés dans la mer. Disséminés. Ou disséminés ou inséminés. Enfin. Bon, bref. C'est dans la mer. De toute façon, je sais, en termes de déclaration, que le président tchadien avait promis la décapitation de cet individu lugubre et tristement célèbre qui s'appelle Shekau. S'il est mort, qu'on nous montre le corps. Aussi simple que ça, même s'il est déchiqueté. De toute façon, s'il est mort, c'est forcément une bonne nouvelle parce que c'est un coup psychologique chez l'ennemi, chez l'adversaire. Vous noterez d'ailleurs au passage que les forces coalisées, chacune dans son coin, ou les forces coalisées, ont reçu à apporter, il me semble, de manière satisfaisante, une riposte, n'est-ce pas, à la mesure de cet ennemi qui est vraiment un ennemi puéril qu'il faut faire disparaître rapidement de notre civilisation. Mais j'ai quand même envie de dire ici qu'il faut qu'on fasse très très attention sur les modes opératoires différents de Boko Haram, mais surtout qu'on regarde de très 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 près toutes les velléités, les tentatives de complicité probable qui peuvent surfer autour du déploiement de Boko Haram, notamment sur notre territoire. Les dernières attaques kamikazes que vous avez vues en tant que nouveau mode opératoire, vous avez vu en termes de critères qu'il y a deux ou trois choses qu'il faut relever. La catégorie des kamikazes, si vous voulez, la catégorie sociale des kamikazes, c'était des enfants. Le mode opératoire, c'était des attaques inattendues. Pour prendre le premier critère, les enfants, ils ne sont pas venus du Niger, ils ne sont pas venus de Guantanamo, ils sont venus du Cameroun. Il me semble que, d'ailleurs, vous avez vu la semaine dernière des images d'une école coranique, entre guillemets, qui était pratiquement une école du Moyen-Âge, où des enfants à ciel ouvert étaient maltraités, mais alors le mot est certainement faible, à ciel ouvert et au vu au su de tout le monde depuis une certaine période. La question c'est pourquoi est-ce que, avant que les forces armées ne viennent intervenir directement, pourquoi est-ce que cette affaire-là n'a pas été stoppée? Vous savez bien qu'il y a... Laissez-moi parler s'il vous plaît. Il y a des relais sociaux, il y a des relais sociaux, il y a les représentants de communautés. Pourquoi est-ce que ce phénomène-là n'a pas été interrompu depuis? Je le dis pourquoi? Je le dis parce que quelques guerres que nous pourrons mener contre Boko Haram, c'est pour ça que vous verrez très bien que l'implication de la population, de tous ceux qui en sont les représentants, on va dire emblématique, est très très importante. Tant que cette guerre ne va pas s'adosser sur une participation efficiente de la population de toutes les catégories diverses, il va y avoir toujours des poches possibles, éventuelles, d'ouverture, des attaques éventuelles de l'ennemi. Question à deux volets pour vous, Dr Franck Ebogo. Considérons que le leader de Boko Haram est mort. Est-ce que cela signifie pour autant que la guerre est terminée, de un, et puis de deux, depuis un certain temps, Shekau n'apparaît plus dans des vidéos. Est-ce que cela ne rend pas crédible l'annonce du président Idriss Déby Itno? Je suis assez réservé par rapport à l'annonce qui a été faite. Voyez-vous, en 2013, dans le théâtre géostratégique malien, le Tchad avait annoncé la mort de deux éminents tchadistes. Il y avait d'abord Mokhtar Belmokhtar, qui avait été annoncé pour mort. Et des semaines après, il y a eu un démenti. Actuellement, il est en train de circuler dans la bande sahélo-saharienne. Et le deuxième, donc la mort avait été avérée, c'est Abou Zaïd. Il avait été annoncé également pour mort. Et ça a été confirmé. Dans des situations comme celle-là, lorsqu'on décapite un mouvement, lorsqu'on tue le leader, c'est un trophée de guerre. Et ça rend crédible même une armée. Donc,
En ce qui concerne Aboubakar Shekau, le Nigeria, le Cameroun et le Tchad ont à leur tour revendiqué sa mort, mais à des périodes différentes. Si vous prenez par exemple le Tchad vient d'annoncer sa disparition en 2015, c'est-à-dire il y a quelques jours, tout simplement. On attend la confirmation, il y aura nécessairement des tests ADN qui devront être faits à ce niveau. Pour le Cameroun, en octobre 2014, il y avait eu, pas officiellement, mais sur des sites assez crédibles, une annonce de la mort de Shekau, et il y avait eu des photos qui avaient été juste apposées. C'était un faux site. C'était un faux site du ministère de la Défense qui avait été créé, mis en ligne avec des photos d'un Shekau mort. Mais ce n'était pas officiellement le ministère de la Défense. Non, je n'ai pas parlé de ce ministère-là. J'ai dit que des sources non vérifiées, non officielles. Mais on dit bien que c'était un site camerounais. Et à la même période également, le Nigeria a eu annoncé sa mort. En octobre 2014, avait revendiqué. Mais en 2009, lorsque l'ancien leader est décédé, Mohamed Youssouf, on avait également annoncé la disparition de Aboubakar Shekau, son colistier à l'époque. Donc, si on regarde des épisodes comme ça, le Nigeria l'a annoncé pour moi au moins 4 fois depuis 2009. Et le Tchad, en 2015, le Cameroun, c'est officiel, parce que aucun média et même les sources gouvernementales ne l'ont indiqué. Mais je crois que en réalité, c'est lorsqu'on verra son corps et qu'on aura effectué des tests ADN qu'on pourra donc conclure. L'information à prendre donc avec beaucoup de pincettes. Voilà, et beaucoup de distance. Beaucoup de distance. Alors, parfait, Siki, sur la question même de Boko Haram, après les attentats suicides de Maroua, on a noté que Boko Haram a attaqué un certain nombre de localités dans la partie septentrionale du pays. Est-ce qu'on peut considérer désormais ou parler d'une guerre à deux visages? Je crois, mais c'est davantage aussi la preuve, l'expression que la secte s'est beaucoup affaiblie, en tout cas militairement. Les attentats sont bien la preuve que la secte s'est affaiblie, qu'elle a elle-même pris conscience qu'elle ne pouvait pas avoir d'ascendant sur ses adversaires sur le plan militaire. C'est pour ça qu'elle a choisi de procéder par la méthode abjecte des attentats qui ne sont ni plus ni moins qu'une preuve de lâcheté. C'est-à-dire que vous dissimulez des explosifs, vous arrivez au milieu d'innocents civils et puis vous faites exploser la bombe pour répandre la terreur parce que vous avez perdu sur le front de l'échange de tirs avec l'armée régulière. Donc c'est la preuve même que c'est un groupe qui est affaibli. Est-ce qu'il est affaibli parce que son chef est mort? Les faits sont que l'armée tchadienne, en tout cas le président tchadien, dit que la secte a été décapitée. Bon, certains ont compris que Shekau est mort. Peut-être même c'est ce qu'il a dit, mais on ne comprend pas très bien entre la secte Boko Haram est décapitée et Aboubakar Shekau est mort. C'est deux choses bien distinctes. Et le président l'a bien dit qu'il est mort. Oui, mais en même temps, il y a d'autres sites, y compris tchadiens, qui ont dit que la secte Boko Haram est décapitée. Les sites tchadiens indiquent lors de l'attaque de Dikwa, Shekau avait été blessé et que le Tchad ne l'avait pas arrêté parce que l'armée nigériane n'avait pas voulu d'une intervention commando pour interpeller et arrêter Shekau. C'est ce que la presse tchadienne indique. Mais il y a une constante, c'est que depuis février, Shekau n'est apparu dans aucune vidéo de Boko Haram, aucune. Et d'ailleurs, la récente vidéo, la plus récente en tout cas, c'est un autre qui apparaît pour parler au nom de Boko Haram, et je crois bien qu'il s'appelle Mahamad, dont le président, Mohamed Daoud, dont le président tchadien dit que lui, il est disposé à la discussion et à la négociation. Contrairement donc à Shekau qui était un radical pur et dur, un féroce sauvage. Donc, il y a quand même un changement qui est notable, même dans les méthodes de Boko Haram, sa façon de fonctionner, il y a des changements qui sont opérés. Il nous reste simplement à décrypter, à savoir exactement pourquoi est-ce qu'il y a cette inflexion
Et naturellement, la question qui nous préoccupe tous, c'est est-ce que on peut confirmer la mort de Boubacar Chekaou, qui, sur le plan du mental, de tout va être décisif. Parce que s'il est effectivement mort, on parle d'ailleurs sur la base simplement des affirmations du président tchadien que beaucoup de membres de Boko Haram négocient déjà leur édition et l'abandon de la lutte. Et donc, si sa mort est confirmée, on peut être certain que ça va être un coup fatal porté à cette secte. Maître Mahi, sur le terrain, notamment dans la région de l'extrême nord, certains fustigent les abus des forces de l'ordre sur les populations. Est-ce que cela ne va pas porter un coup dans cette guerre? Avant que de répondre à votre question, me permettez quand même de dire quelque chose par rapport à ce qui a été énoncé sur ce plateau. J'aimerais dire que si d'aventure ce chef de cette secte était décédé, pour moi ça ne change pas grand-chose à la question qui est la nôtre aujourd'hui. Parce qu'on peut avoir déshabillé Paul et habillé Pierre. La réalité, c'est que c'est un mouvement qui a ses méthodes. Et aujourd'hui, nous assistons à une typologie extraordinaire, n'est-ce pas, d'une nébuleuse qui est en train de prendre corps au Cameroun. Parce que, on l'a dit si bien, quand on utilise les enfants, en réalité comme des poudres à canon, il va sans dire que pour nous, ça nous pose un sacré problème d'information et justement du partage de l'information. À côté de ça, je puis dire que pour certaines personnes qui observent la scène politique, il y a quand même des failles. C'est le lieu ici là de dire qu'il y a une possibilité pour le peuple camerounais de faire bloc pour éviter justement une division dans le sens de ce que nous voyons aujourd'hui. Et sur l'exertion des forces pour revenir dans la région de l'extrême nord, est-ce que cela n'interpelle pas quand même les autorités en charge de cette question-là? Si je répondais par un proverbe qui dit qu'on ne saurait faire d'omelette sans casser des œufs, vous me direz que je n'ai pas répondu à la question. Mais simplement, quand on entend des guerres, c'est la situation des guerres qui prévaut. On dit dans le métier que je fais, situation exceptionnelle et situation exceptionnelle. Je dis simplement que pour arriver, n'est-ce pas, à démasquer, parce que c'est le plus difficile, parce que le verre est dans le fruit, pour arriver à démasquer justement ce qui pose aujourd'hui problème, personne ne peut être mis de côté. Moi, je serais très en mon aise qu'on vienne me dire qu'on vient de perquisitionner chez moi. Ce qui, hier, n'était pas possible parce que pour perquisitionner chez un avocat, il faut quand même avoir des réquisitions. Mais dans le sens, n'est-ce pas, de la participation et de la contribution de tout le monde. Moi, ça me pose véritablement aucun problème. Maintenant, il peut y avoir des exactions, mais on ne va pas faire d'une tache d'huile, n'est-ce pas, la sauce. Alors, on a assisté cette semaine à la nomination au Cameroun de 5 généraux. Qu'est-ce que cette nomination peut apporter concrètement dans la lutte, dans cette lutte qui s'annonce très longue d'ailleurs? Vous savez, quand les militaires ils vont au front, ils ont tout ce qu'on peut imaginer comme courage, comme volonté et tout, mais il reste quand même des êtres humains. La meilleure reconnaissance, le meilleur... ce que vous pouvez faire pour un militaire, pour lui démontrer que vous êtes conscient de ce qu'il fait et que vous appréciez ce qu'il fait, c'est de le monter en grade. Et quand vous montez en grade un militaire, vous avez monté en grade tout le régiment, enfin tous les gens qu'il commande. Et donc, je pense que de ce point de vue, c'est une, sur le plan et militaire et politique, c'est quelque chose de magnifique. Mais déjà, il y a des grincements dedans, parce que la gendarmerie réclame aussi son général. Oui, bon, on est très habitué, bientôt ce sera d'autres corps, parce qu'il n'y a pas que la gendarmerie, justement. Bon, mais je pense que ça participe des habituels grincements auxquels on assiste quand il y a des mouvements. Mais je voulais, si vous permettez, revenir en un mot sur ce que vous avez appelé exaction. Sans parler de ça, moi, je voulais juste parler de choses que j'ai vécues, notamment des stigmatisations. Je pense qu'il est bon qu'on sache, je prends le cas du voile, il est bon, avant d'interdire le voile, qu'on fasse une campagne de communication. Je vois par exemple que vous avez des capsules dans vos espaces où on donne la parole à des gens. J'aimerais qu'on en profite pour faire la différence entre ce que c'est qu'un voile et ce que c'est qu'une burqa. Que
l'agent de sécurité qui ne demande pas à une dame qui est musulmane et qui porte son voile, qui n'est pas interdit, d'enlever son voile. Il faudrait que... Moi, j'ai assisté à 2 reprises dans des endroits que je ne décrirai pas parce que je ne veux pas mettre ces entreprises en difficulté, parce qu'en fait, ce n'est pas leur tort. Je suis arrivé, et il y avait des gens, c'était à Yaoundé une fois, l'autre fois c'était à Douala. À Yaoundé, à Douala, j'ai vu qu'on a demandé à une dame de retirer son voile, et à côté d'elle, passait un monsieur, probablement aussi Aladji, avec sa gandoura et un bonnet, à qui on n'a pas demandé de retirer le bonnet pour qu'on voit. Alors que si vous avez le voile et qu'on peut toucher même la tête, donc ça c'est une chose. La deuxième, c'est le comportement des citoyens. Les hôtels de Yaoundé, d'un certain niveau, exigent que on passe le détecteur de métaux. De métaux. Les premiers jours, les gens prenaient ça mal. Et je pense que ces sociétés, ces gens qui sont installés en face pour le faire, démontrent aux uns et aux autres qu'ils sont plus en sécurité. Et pour finir, les voyages en avion. Nous avons des détecteurs, nous avons des gens qui procèdent aux fouilles. Il faudrait que les gens le fassent sérieusement. Lors du congrès des assises sur la TNT au Palais des Congrès, le jour de l'ouverture, il y avait les portiques où tout le monde passait à travers pour se faire contrôler. Mais juste l'après-midi et à la clôture, eh bien, il n'y avait plus de portique, alors que quelqu'un pouvait très bien arriver. Donc, quand on confie à un citoyen un travail, il faut qu'il le fasse en son âme et conscience, qu'il le fasse sérieusement, pour que tout le monde se sente, parce que l'économie est en train de souffrir terriblement de cette affaire. Dr Frank Ebogo, le président nigérien a mis en place le chef d'état-major qui devra commander les troupes, et même le Cameroun a nommé cette semaine un général qui sera le commandant en second. Qu'est-ce qu'on attend effectivement pour voir cette force multinationale se mettre en place? Je crois que les choses bougent depuis quelques semaines. Le Nigeria, comme vous l'avez dit, a nommé le général Abba. Le Cameroun a procédé à la nomination du commandant en second, le général Valenka, et même le chargé de la communication, le colonel Gamba. Donc en réalité, les choses sont en train de bouger. Il y a eu une autre annonce tout dernièrement. On a parlé de 2450 hommes en tenue, c'est-à-dire les policiers, les gendarmes et les militaires qui seront déployés sur le champ dans le cadre de la force multinationale mixte. Et le Bénin aussi a promis d'envoyer 700 personnes. Donc en réalité, les choses sont en train de bouger. Et il est probable que cette force-là soit véritablement opérationnelle à partir du mois de septembre. Vous savez que l'état-major est basé à N'Djamena. Aussi, on peut lire cela en termes d'équilibre des puissances et des forces au sein de la commission du bassin Lac-Tchad. Vous savez très bien que le Nigeria est le principal contributeur dans la CBLT, bassin du Lac-Tchad, la commission du bassin du Lac-Tchad. Le Cameroun est la seconde puissance de cet espace géopolitique, et le Tchad, traditionnellement, a toujours abrité le siège de la CBLT, et c'est tout naturellement qu'on a confié le siège de l'état-major au Tchad, puisque la plus grande partie du Lac-Tchad est au Tchad. Réalité. De manière opérationnelle, comment ça va se passer, cette histoire de droit de poursuite? Est-ce que finalement on va outrepasser cela? Est-ce que ce sera toujours respecté? Là, écoutez, il y a 2 composantes qui sont actuellement déployées sur le terrain. Il y a des armées nationales, notamment l'armée du Cameroun, l'armée du Tchad et l'armée du Nigeria, qui sont sur le terrain et qui, d'un côté, par exemple, avec le Tchad, bénéficient du droit de poursuite. Mais le Cameroun n'en bénéficie pas réciproquement avec le Nigeria. Mais dans le cadre du déploiement de la force multinationale mixte, on détermine un espace à protéger, à sécuriser, qui s'étend de part et d'autre des différentes frontières. Donc en réalité, ces forces-là sont des forces communautaires qui n'agissent pas seulement du côté nigérien. On sait très bien qu'il y a des djihadistes,
dans certains villages frontaliers au Cameroun. Donc, dans le cadre du déploiement de cette force-là, évidemment, ils vont travailler sur un espace qui aurait été préalablement défini. Maître Maï. Oui, simplement, pour revenir sur l'implémentation, n'est-ce pas, de cette force, il faut bien comprendre qu'il y a ce qu'on appelle la criminalité transfrontalière. Et pour la vaincre, il va sans dire que la force multinationale, n'est-ce pas, a un espace géographique qu'on va devoir définir parce que les limites territoriales sont protégées sur le plan constitutionnel. Donc, ça fait appel à ce qu'on appelle le droit de peuple à l'autodétermination. Aujourd'hui, les différents peuples amis ont décidé de se mettre ensemble et il va sans dire que ça participe de ce qu'on appelle en droit international le droit de se défendre. Donc, en ce qui nous concerne, il y a un espace, sûrement dans les accords qui ont été passés, un espace géographique sur lequel, n'est-ce pas, les forces vont se déployer. Et maintenant, sur le plan interne, il y a une question de participation et de partage de l'information. Parce que la guerre aussi, n'est-ce pas, se déporte sur le plan de l'information. Il nous reste 2 minutes, on va aller au pas de course par Fesiki. De manière générale, comment jugez-vous l'aide de la communauté internationale dans la guerre contre Boko Haram? Mais commençons par juger notre propre aide. Je pense simplement au cas de la CEAC. Vous vous rappelez, un sommet ici à Yaoundé, promesse de 50 milliards. Eh bien, il n'y a que 8 milliards qui ont été mobilisés. Depuis ce fameux sommet, 42 milliards restent attendus. Donc, je pense que l'une des raisons pour lesquelles ça coince ici, ça bloque un peu là, c'est certainement de l'argent. La fameuse résolution qui devrait permettre aux Nations Unies d'apporter une contribution financière, elle n'a jamais abouti. Donc, les États vont devoir mettre la main à la pâte et ça ne va pas être facile, il me semble. Ça va être un coût assez important. Le Cameroun sait déjà de quoi il s'agit parce qu'il finance sa propre guerre déjà depuis un certain temps. Donc, ça va être très difficile. Alain Amasoka, 5 généraux qui étaient des colonels. Est-ce qu'il y a lieu de penser, par exemple, que certains n'ont pas été récompensés alors qu'ils étaient au four au moulin? Non, on ne peut pas le mettre tout le monde au même instant. Cela est évident. Je crois plutôt qu'il faut regarder ça comme un bonus au niveau psychologique, parce que, comme vous le savez aussi, Parfait ne l'a pas suffisamment relevé ici, notre contribution à nous, à un moment donné, a fait larver quelques querelles sur la gestion, sur la distribution. Je connais des confrères qui ont répercuté certaines récriminations des soldats qui sont au front. J'ai presque envie de dire ici que c'est une préoccupation majeure. Vous savez, en matière de gestion du pouvoir, lorsque vous injectez un sang neuf, ça peut au minimum venir reconfigurer, on va dire quoi, certaines données, et dans le meilleur des cas, créer une espèce d'électrochoc au niveau du terrain. Quand on sait que vraiment nos compatriotes sont passés dans l'art, quand ce n'est pas de la gabégie, mais c'est celle du détournement. C'est toujours bien d'insuffler du sang nouveau dans une configuration de personnes peut-être qui ont développé des réflexes qui peuvent être des réflexes pervers. Insuffler du sang nouveau sur la base des états de service, sur la base des faits d'armes. J'imagine que ces 5 généraux sont certainement illustrés sur le terrain. Et certainement, ils sont l'émanation de la légitimité militaire sur le terrain. À partir de ce moment-là, je crois que ça peut aider à faire avancer la guerre. Mais moi, je terminerai quand même sur cet aspect-là qui est très très important. C'est la question de l'adhésion citoyenne et de la collaboration de la population sur cette guerre. Parce que, nous l'avons suffisamment relevé ici, la bataille militaire est certainement à l'avantage de nos forces armées régulières. Mais il faut dire que, et c'est peut-être ce qui amène à évoquer ces aspects des abus que vous avez évoqués tout à l'heure. Je ne veux pas encourager ni légitimer les actes, certains actes quelque peu abusifs de certains de nos soldats, mais il faut quand même reconnaître que parfois vous avez des comportements de certains de nos compatriotes qui laissent assez pantois. Et c'est précisément ces comportements-là qui sont parfois considérés des complicités et qui peuvent, on va dire, paralyser ou perturber sérieusement l'efficacité et les chances de succès de cette guerre-là. Il faut que l'adhésion citoyenne soit totale, il faut que la collaboration de la population soit totale et complète pour que la guerre soit remportée. Il n'y en a pas une vigilance, toujours? Oui, vigilance et sérieux. Vigilance et sérieux, et bon, quand il y a des contrôles en pleine nuit et qu'on laisse passer les gens qui n'ont pas leur pièce d'identité,
sans aller vérifier un petit peu plus loin. Et pire encore quand on laisse passer les gros cylindrés. Ça pose, oui, enfin, tout le monde. Enfin, je veux dire que si les gens sont Pas toujours, hein. sérieux, Pas toujours. si les gens sont sérieux, je pense que on va s'en sortir comme c'est en train de se produire là maintenant. Ok. Merci, cher monsieur, docteur Franck Emogo. Merci d'être venu. Merci, maître Maomaï. Merci également à vous, Nana Payon. Merci, Alain Amasouka. Parfait Siki, merci. La rediffusion de ce programme, c'est lundi quand il sera à 23h. Madame, monsieur, gardez le sourire bien. Bonsoir.